le déficit est calculé en rapport avec le produit intérieur brut, le PIB. Donc quand vous entendez, on parle de déficit de 3%, 4%, c'est par rapport au produit intérieur, c'est la richesse nationale. Donc plus c'est important, plus ça crée des situations d'endettement. Et plus on s'endette, plus les charges de la dette augmentent. Et plus les charges de la dette augmentent, plus les moyens d'action de l'État diminuent. Et c'est ça qui fait que, en fait, le déficit, qui est un instrument de gestion, selon les économistes Keynes, mais qui peut être dangereux quand c'est creusé. Je donne l'exemple juste de la loi de finances de 2024. On a connu un déficit de 2362 milliards, qui fait 11,6% du PIB. Ça, c'est énorme. On est obligé d'aller emprunter cet argent-là. Et si vous y rajoutez le principal, qui est l'amortissement de la dette, qui est déjà dans le stock, ça crée ce qu'on appelle le besoin de financement. Et ça, ce qui a fait que le Sénégal a emprunté en 2024 4 491 milliards. Parce qu'il y avait déjà 2300 milliards de déficit, plus maintenant le principal, si vous additionnez les deux, c'est ça qui donne un peu. Donc, le déficit fait partie des critères de convergence. L'UEMOA, il l'a dit, je pense que c'est important qu'on sache que l'UEMOA a défini des critères. Au début, c'était 8 critères, mais aujourd'hui, on n'a que pratiquement 5. D'abord, la dette, en rapport avec le produit intérieur brut. Deuxièmement, il y a le déficit, qui est en rapport avec le PIB. Il y a ce qu'on appelle la pression fiscale. C'est-à-dire que tous les impôts qu'on paye, les taxes, ça doit atteindre minimum 20% du PIB. Il y a aussi ce qu'on appelle le rapport masse salariale. Tout ce qu'on paye, les salaires qu'on paye, en rapport avec les PIB, les taxes, les recettes fiscales. Ça ne doit pas dépasser 35%. Et il y a, je pense, un dernier critère, c'est l'inflation, qui ne doit pas dépasser 3%. Donc ça, c'est les 5 critères qu'aujourd'hui, l'UEMOA a définis pour encadrer un peu le cadrage macroéconomique, mais aussi encadrer l'exécution budgétaire. Parce que le budget ne peut pas aller sans le cadrage, sans la dimension macroéconomique. Donc plus le cadre macroéconomique est stable, plus ça renforce une maison, quand elle est bien encadrée, entourée, il n'y aura pas de failles pour que les gens puissent entrer dans la maison. Donc c'est le cadre macroéconomique un peu dans ça pour la gestion publique. Donc en ce qui concerne le Parlement, l'Assemblée, comme il l'a dit, vote la loi de finances, mais contrôle l'action du gouvernement. Et comme je dis souvent, il y a 3 dimensions du contrôle. Il y a le contrôle information, il y a le contrôle orientation et il y a le contrôle sanction. Mais dans la dimension contrôle-orientation, c'est là où intervient le débat d'orientation budgétaire qu'on fait au plus tard en juin, en fin juin, au 30 juin. Donc, durant cette période-là, on est en train d'élaborer le budget. À ce niveau, on est obligé de passer par le Parlement. Et c'est pourquoi j'ai montré tout à l'heure ce document-là, qui est un document de programmation budgétaire économique pluriannuelle, qui est le document de base à partir duquel on discute de l'orientation budgétaire. C'est sur 3 ans. L'État programme pour 3 années son budget et ses orientations au plan économique. Croissance, dette, tout est là dans ce document-là. C'est à partir de ce document-là que les parlementaires donnent leur point de vue sur comment on doit orienter le budget. Et après le débat d'orientation budgétaire, maintenant l'État revient avec ces éléments pour aller faire des arbitrages et revenir avec la loi de finances qu'on va voter. Maintenant, dans notre organisation à l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle la commission des finances. Je suis membre de cette commission. Et cette commission-là a, dans son fonctionnement, la possibilité de créer une sous-commission chargée de l'évaluation de l'exécution des projets de loi de finances. Maintenant, tous les 3 mois, l'État, le gouvernement est obligé de transmettre à l'Assemblée nationale ce qu'on appelle le rapport trimestriel d'exécution de la loi de finances. Ça permet à l'Assemblée nationale de contrôler. Et tout ça, c'est des nouveautés qui ont été introduites par la réforme de 2009 qui provenait de l'UEMOA. Donc, globalement, pour comprendre, le budget est un instrument au service de l'exécutif pour exécuter les politiques publiques dans le sens de la satisfaction des besoins des populations, mais aussi de la politique définie par le président de la République qui, dans la Constitution, a la prérogative de déterminer la politique de la nation. Alors, l'Assemblée nationale vote, contrôle, mais peut sanctionner. Parce que l'Assemblée peut voter une motion de censure contre un gouvernement qui n'a pas bien travaillé, ou qui a fait un déficit, ou bien qui s'est endetté, qui s'est mal endetté, ou voilà. L'Assemblée a la possibilité de voter une motion de censure pour faire tomber ce gouvernement-là. Mais tout cela, je pense peut-être qu'on pourra y revenir. Mais globalement, je pense qu'il a fait un très bon exposé. Ce que je rajoute, c'est que le document qui vient à l'Assemblée nationale, et je l'ai amené, c'est la loi de finances initiale,
Il parle de la loi de l'année, loi de finances de l'année. L'article 5 parle Alors, bien de la loi voilà, de l'année. Donc, mais nous, on a l'habitude de dire la loi de finances initiale. Même le ministère des Finances. Alors, et en venant, le ministère est obligé de venir avec son projet annuel de performance, mais aussi avec son rapport annuel de performance. Et ça, c'est des nouveautés. Parce qu'à l'époque, c'était un budget de moyens. Voilà, on avait des services votés et des mesures nouvelles. Mais aujourd'hui, on est axé sur les résultats. C'est l'obligation de dire là où vous allez mettre l'argent. Est-ce que cela a produit? Et on a des indicateurs de performance. Donc c'est ça, en fait, aujourd'hui, la situation actuelle dans la gestion des... Maintenant, l'État en fait un instrument pour exécuter. Parce qu'on n'a que deux instruments pour gérer un pays. C'est la monnaie qui nous échappe, parce que nous sommes dans une zone communautaire, mais ou le budget. Et dans le budget, l'État peut venir faire des subventions. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau très élevé de subventions pour peut-être faire baisser les coûts de l'électricité. Ça, c'est un moyen que l'État a. Il peut ne pas subventionner, mais s'il subventionne, c'est un instrument pour aider à renforcer le pouvoir d'achat des populations. L'État peut venir faire des dépenses fiscales, ce qu'on appelle des exonérations. L'État peut dire, je renonce à des taxes pour permettre à des entreprises de pouvoir se développer et de pouvoir apporter de la valeur ajoutée, créer de l'emploi. L'État peut intervenir à plusieurs niveaux avec son budget. C'est un instrument à sa disposition pour exécuter des politiques publiques, mais aider les populations et les acteurs. Parce qu'il y a deux acteurs principaux, à part l'État. C'est les ménages et les entreprises. Donc l'État gère les ménages et les entreprises. Les ménages, c'est pour le pouvoir d'achat, mais les entreprises, c'est la création de richesse et la production de valeur ajoutée. Et là, pour que maintenant la richesse soit produite et créée, l'État a le budget qu'il a entre ses mains pour pouvoir aider à travers des subventions, pouvoir aider à travers la commande publique qui a un effet multiplicateur. Parce que quand l'État fait une commande, c'est les entreprises qui exécutent ces commandes. Et ça, quand la commande est exécutée, ça crée ce qu'on appelle un effet multiplicateur qui crée de la richesse au niveau de... Bon, c'est vrai qu'on va ouvrir le débat pour permettre à tout un chacun de participer. Mais globalement, il faut savoir que les finances publiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet très passionnant, mais très important, dès lors que, dans ses origines, et je disais tout à l'heure ça à Alexandra, le budget a un rapport très étroit avec la démocratie, parce que la démocratie moderne, dans sa construction, procède également, en fait, en définitive, du budget, parce que de l'impôt. Parce que toutes les grandes révolutions que vous avez eues, depuis le XIIIe siècle, et bien avant, c'est en rapport avec l'impôt. Et c'est cet impôt-là, les gens se sont révoltés contre le paiement de l'impôt, consentement, jusqu'en 1789, avec la Révolution française, tout cela, c'est en rapport avec l'impôt. C'est pourquoi, même la Déclaration universelle des droits de l'homme parle de cet aspect-là. Donc, aujourd'hui, si c'est le Parlement qui vote les lois de finances, c'est parce que les contribuables donnent leur argent, et c'est cet argent-là qui est envoyé au niveau de l'Assemblée nationale pour être autorisé par le gouvernement à exécuter. Donc, il y a trois éléments aujourd'hui qui sont importants et qu'il faut prendre en compte et qui sont des nouveautés. C'est-à-dire qu'il y a... Ah, on voit le ministre qui arrive. Le grand ministre. Alors, bienvenue. Alors, donc, il y a ce qu'on appelle les citoyens qui ont des devoirs, mais aussi qui ont des droits. Il y a ce qu'on appelle les contribuables qui peuvent ne pas être des citoyens. Un Guinéen qui est là est un contribuable, il paye l'impôt, il paye des taxes, c'est un contribuable. Mais il y a ce qu'on appelle les usagers, qui peuvent ne pas être des citoyens aussi.